Salut à tous, un épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Normalement, j'étais censé faire un quickie, vous inquiétez pas, il va venir très bientôt. Mais on a franchi une étape sur la chaîne, hein. On a dépassé les 150 000 abonnés. Donc, merci déjà, hein. Voilà, merci, c'est le moins que je puisse vous dire. C'est un peu fabuleux ce qui se passe depuis un peu moins d'un an et demi. Et donc, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de se fendre quand même d'une petite vidéo et pourquoi pas une vidéo FAQ. Histoire de répondre un peu à vos questions et de vous dire où j'en suis. Voilà. Mais vous inquiétez pas, le prochain quickie sort très bientôt. Comment aimerais-tu voir évoluer ta chaîne dans les années à venir? Déjà qu'elle continue d'exister pendant les années à venir, ce sera déjà bien, quoi, voilà. Comptes-tu arrêter ton métier pour te consacrer aux vidéos? Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne? Arrêter mon métier actuel, on va dire mon activité principale, non, je compte pas l'arrêter. En revanche, j'aimerais bien que mon activité de vidéaste devienne mon activité principale. Voudrais-tu faire du full-time YouTube un jour si ton patron ne regarde pas tes vidéos? Alors, il n'y a pas de problème de patron puisque je suis mon propre patron. Est-ce que j'aimerais faire du full-time YouTube? Peut-être, ouais, j'aimerais bien, mais je pense que si je faisais du full-time YouTube, je ferais peut-être pas uniquement y penser du coup. Je ferais peut-être autre chose en plus. Maintenant, à savoir, est-ce que je ferais une version anglophone d'y penser, histoire, represent, quoi. Voilà. Ou est-ce que je ferais carrément autre chose, peut-être de la fiction, peut-être, je sais pas. Peux-tu nous détailler les raisons de ton projet Tipeee? Ah oui, alors c'est vrai que j'en ai parlé sur Twitter, j'en ai parlé sur Facebook, donc ceux qui ne me suivent ni sur Twitter ni sur Facebook n'en ont pas entendu parler, j'ai activé un compte Tipeee. Donc en deux mots, Tipeee qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le principe du financement participatif, c'est pas du tout ça en fait. Le financement participatif, le crowdfunding, c'est l'idée en fait de dire voilà, j'ai un projet à faire, ça va me coûter tant parce qu'il faut du matos, il faut payer des gens, etc. Et je n'ai pas cet argent, et donc les gens font des dons pour pouvoir financer le projet pour qu'il puisse être réalisé. Tipeee, c'est pile le contraire en fait. On parle d'un projet qui est déjà réalisé, qui est en cours, et l'idée c'est en fait que les gens puissent le soutenir. Genre, ils ont fait un jeu de mots au niveau du nom à partir de type qui signifie pourboire, je trouve qu'il n'est pas du tout un mot adapté. Parce que je crois pas que les gens qui font des dons sur Tipeee aient cette notion de pourboire. Je pense que vraiment, ils sont plutôt dans la notion de soutien aux créateurs. Mais bon, ils voulaient faire le jeu de mots aussi avec Tipeee, vous savez, les tentes des Indiens d'Amérique. D'une manière générale, pour soutenir un créateur sur Tipeee, vous devez vous poser trois questions. La première question, c'est est-ce que j'estime que le boulot qu'il fait justifie une rétribution, ou une rétribution peut-être plus grande que ce qu'il peut toucher aujourd'hui par la pub ou par d'autres moyens, j'en sais rien. C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous voulez soutenir le créateur en question? Et la troisième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez vous permettre de soutenir le créateur? Si je résume pour faire simple, si vous avez envie de soutenir ma chaîne sur Tipeee, posez-vous les trois questions. Est-ce que vous estimez que le boulot que je fais justifie un soutien de votre part? Est-ce que vous avez envie de soutenir? Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Sachant que voilà, on est bien d'accord, pouvoir se le permettre, c'est ni pompeux ni rien. Si 2 euros, vous ne pouvez pas vous le permettre, ne vous le permettez pas. Il ne faut pas hésiter. Ça, je veux vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Si ça vous coûte plus que simplement ce que vous êtes prêt à donner, ne le faites pas. On est vraiment sur la base totale de volontariat. Il n'y a pas de différence entre ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas. Les vidéos sortiront en même temps pour tout le monde, elles resteront disponibles et gratuites pour tout le monde. Si une vidéo est retirée à un moment donné, elle sera retirée pour tout le monde. Je ne fais aucune différence à ce niveau-là. Aussi, autre chose qu'on trouve normalement sur Tipeee, c'est ce qu'on appelle les contreparties. Ce qui se passe, c'est que la plupart des créateurs proposent en échange pour remercier de la contribution, ils proposent soit de dire, voilà, par exemple, si vous donnez 10 euros, on va discuter 20 minutes sur Hangout, ou si vous donnez 20 euros, je vous envoie un t-shirt, ou je vous envoie tel goodies, où il y aura votre nom au générique, tout ça. Alors moi, j'ai fait un truc un petit peu plus radical que ça, c'est-à-dire que je n'ai pas mis du tout de contrepartie. Moi, pour moi, c'est si vous donnez, si vous souhaitez soutenir, je vous dis merci, et puis c'est tout, globalement. Voilà. Donc c'est un peu particulier, parce que c'est pas tout à fait l'esprit de Tipeee, mais je sais pas comment dire, je suis pas tellement à l'aise avec la notion de contrepartie, même si, et c'est étonnant d'ailleurs, parce que j'ai plein d'homologues qui font ça, et que ça me pose aucun problème, hein, je veux dire, ça me choque pas du tout. Et je trouve ça très bien qu'ils le fassent, mais c'est vrai que moi, je ne me sentais pas à l'aise de faire ça. Voilà, donc du coup, moi, il n'y a pas de contrepartie. Et donc, si j'en reviens à la question, peux-tu nous détailler le projet Tipeee? Alors, comme on n'est pas sur du crowdfunding, il n'y a pas de projet en particulier.
Enfin, le projet, c'est la chaîne, quoi, c'est tout. Mais on n'est pas dans le cadre où je dis, voilà, j'aimerais bien vos contributions pour pouvoir acheter une nouvelle caméra ou pour pouvoir acheter tel micro. Voilà. Si vous voulez, pour faire simple, aujourd'hui, la chaîne Y Penser, c'est une chaîne qui me prend de plus en plus de temps. Et voilà. Et si je veux vraiment prendre le temps qu'il faut pour faire les vidéos, malheureusement, ça doit se faire au détriment d'autres choses. Et aujourd'hui, pour parler simplement, même si en France, on est très très coincé quand il s'agit de parler de pognon, aujourd'hui, clairement, il me faut plus de pognon pour pouvoir me consacrer complètement à la chaîne. J'espère que ça ne va pas durer. Hein, je compte vraiment sur tout un tas de choses qui sont en préparation pour pouvoir gagner mieux ma vie en tant que vidéaste. Et puis dès que ce sera le cas, de toute façon, je couperai le compte Tipeee parce que le but, c'est pas juste de vous prendre de l'argent histoire de vous prendre de l'argent. Hein, c'est vraiment de profiter, au sens noble du terme, de votre soutien tant que j'ai besoin de soutien. Voilà. Mais sur moi, le principe, la règle, ça doit être quand même la gratuité. Donc, encore une fois, et j'insisterai jamais assez, ne donnez que si vous voulez donner. Voilà. Ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit. Jamais. Et ça vaut pour moi, ça vaut pour les autres. Hein. Écris-tu tout seul ou as-tu des aides extérieures? Que pour l'écriture. Alors, j'écris tout seul, mais en fait, c'est pas tout à fait exact parce que j'écris pas tout. Ce que je fais, c'est que pour la plupart des questions, j'écris un plan plus ou moins détaillé de la façon dont je vais traiter la vidéo. Et c'est tout. Voilà. Après, je lance la caméra et je balance au fur et à mesure. De temps en temps, il peut m'arriver de noter une vanne ou de noter un truc. Si vraiment il y a une idée qui me passe par la tête et que je me dis la phrase, il faut que je la sorte telle quelle parce que c'est bon, parce que voilà. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment à l'arrache. Mais j'y travaille d'ailleurs parce que ça a ses bons côtés, mais ça n'a pas que des bons côtés. Donc il faut que je trouve le juste équilibre. Mais bon, j'expérimente encore. Hein. Comme je le disais, la chaîne est jeune encore. Tu prends des stagiaires, observer la création d'une vidéo. Je suppose que non, mais la question se pose. Ah, je ne m'étais pas posé cette question encore. Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour une raison qui est toute simple, c'est que je fais mes vidéos un peu n'importe quand en fait. Le dernier épisode en date, donc sur le champ profond de Hubble, a été tourné entre 3h et 5h du matin. Voilà. Là voilà, l'épisode on est en train de tourner, il est quoi? Il est 22h30. Donc, il n'y a pas de règle particulière, donc c'est très compliqué d'avoir un stagiaire pour ce genre de truc. Si un jour je m'industrialise un petit peu, vraiment un petit peu parce que j'ai pas l'intention spécialement de m'industrialiser, mais si je commence vraiment à me caler sur des vrais horaires de bureau, de travail, etc., avec un vrai planning propre et tout, pourquoi pas effectivement peut-être pouvoir profiter des talents d'étudiants en audiovisuel, etc. Oui, ce sera avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Combien de temps mets-tu pour écrire, monter, réaliser un épisode? Alors ça dépend complètement des épisodes. C'est évident qu'un quickie ou la relativité générale, c'est pas tout à fait la même chose. On va dire qu'en moyenne, un épisode classique, donc un épisode classique où la preuve par vieux, c'est entre 40 à 50 heures de boulot en tout. Un quickie, c'est entre 20 et 30 heures de boulot. Voilà. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend s'il y a des animations à faire, s'il y a des effets, du compositing, des choses comme ça. Mais on est sur un bon ordre d'idée. Comment arrives-tu à maintenir un rythme de parution aussi rapide en plus de ton travail? Alors pour l'instant, je tiens sur mes réserves physiques. C'est-à-dire que je profite du fait que je dors très peu pour en fait faire 2 boulots en même temps. Mais c'est compliqué. Utilises-tu une méthode de gestion de temps et ou de données pour arriver à faire les épisodes et ton boulot? Alors, si la question est est-ce que j'utilise un planificateur ou un outil quelconque pour pouvoir organiser mon boulot et y penser, non. Maintenant, pour l'écriture, entre guillemets, des épisodes y penser, comme parfois l'écriture de fonctionnalités ou d'architecture en informatique, j'utilise effectivement un système qui s'appelle le mind map. Donc qui correspond en fait à une écriture sous forme d'arbre pour noter en fait les idées. Moi, ça me permet de structurer l'architecture d'un logiciel ou l'architecture d'une vidéo. Quels sont les points sur lesquels tu n'es pas encore satisfait quand tu regardes tes vidéos? Ah bah il y a plein de points, hein, mais c'est avant tout des points techniques.
Je sais que pour l'instant, je me satisfais encore d'avoir vraiment la caméra qui est posée sur un pied, rien qui bouge et pas une variation ni de focale, ni de plan, ni d'angle, ni de rien. Pas de mouvement de caméra ni rien. C'est de toute façon beaucoup plus simple puisque je suis tout seul, donc voilà. Mais c'est clair qu'à terme, j'aimerais bien améliorer ça. J'aimerais bien que les vidéos soient un peu plus vivantes. Et il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup plus compliqué pour ça, hein. Je veux dire, si vous prenez simplement les vidéos cross de Karim Debache, il n'y a pas des travelling de fou ou des machins. C'est simplement... voilà, c'est travailler, quoi. Moi, pour l'instant, je travaille encore beaucoup trop le fond par rapport à la forme. Voilà. Il va falloir que j'apprenne à travailler un peu la forme aussi. Mais c'est bien, parce que ça me fait une marge de progression, ça, je suis content. J'aime bien ça. Un autre truc aussi dont je ne suis pas toujours satisfait, c'est le son. Le son, c'est compliqué, putain, c'est vraiment un bordel. Je suis à peu près satisfait maintenant de la captation que je fais du son. Donc la voix est relativement audible, propre, il n'y a pas trop de bruit de fond, enfin je veux dire, ça passe, c'est bien. Même s'il y a un écho de fou dans cette pièce, maintenant j'entends plus que ça. Au début, je l'entendais pas du tout, maintenant j'entends que ça. C'est dingue quand on pense que moi, la première fois que j'ai publié, quand j'ai publié le premier épisode, je trouvais que le son était bon. Tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que c'est pas l'inverse. Ouais. Mais avec le son, ce que j'arrive pas encore à faire, c'est vraiment à équilibrer ma voix avec de la musique. C'est compliqué. C'est un métier, hein. C'est un métier, un G-son, bordel. Ouais. Regrettes-tu l'ancien temps où tu avais moins d'abonnés et donc moins de pression? Non. Non. D'abord parce que je suis pas le genre de gars à regretter. Non, je suis pas tellement dans les regrets. Si je devais regretter quelque chose de cette époque, c'était justement le fait que j'avais plus de temps pour faire les choses. Voilà. Je pouvais prendre plus de temps pour préparer les épisodes, je pouvais prendre plus de temps pour les publier, pour répondre aux commentaires, pour interagir avec tout le monde. Là, je suis un peu plus dans le rush en permanence. Mais c'est aussi parce que c'est la fin de l'année, simplement. Hein. La fin de l'année, professionnellement, c'est toujours ça tabasse toujours, c'est normal. Donc voilà, donc est-ce que je regrette? Non, je regrette pas. Je veux dire, ça fait un peu moins d'un an et demi maintenant que je m'éclate comme un ouf. Hein. Comme un ouf. Est-ce que ton succès sur YouTube a changé ton quotidien, vie pro, occasion d'assister à certains événements scientifiques, etc. Bah ouais, complètement. Justement, ce que je disais, c'est que là, je suis comme un ouf parce que voilà, il se passe des choses excitantes là dans ma vie depuis un an et demi. Hein. Je veux dire, alors, non pas qu'il ne se passait pas des choses excitantes avant, mais c'est quelque chose de très nouveau. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire que moi, il y a environ un an, par exemple, je recevais des messages où on me disait tu devrais envoyer un mail au 29 pour passer sur la chaîne d'Antoine Daniel. Moi, je répondais Antoine qui? Je veux dire, il y a un an et demi, je ne connaissais rien à YouTube. Je savais que YouTube existait, je savais qu'on y trouvait des vidéos, j'avais déjà regardé des vidéos sur YouTube, mais je n'avais pas la notion de chaîne. Je ne connaissais pas Vsauce, je ne connaissais pas Veritasium, je ne connaissais pas Antoine, je ne connaissais pas Mathieu, je ne connaissais pas Lynx, je ne connaissais personne, quoi. Et de fait, en un an et demi, il s'est passé énormément de choses. Je pense que j'ai rencontré sur les 16 derniers mois plus de monde que j'en ai rencontré pendant les 10 années qui ont précédé. Donc ouais, ça change ma vie au quotidien. Maintenant, on va être clair, c'est pour l'instant, quand je suis dans la rue, je ne suis pas assailli. Je veux dire, pour l'instant, on ne me reconnaît pas globalement dans la rue, donc ma vie au quotidien n'a pas non plus tellement changé que ça. C'est moi, je sais qu'elle a changé. Mais pour l'instant, en pratique, dans les faits, c'est globalement la même. Est-ce que tu as déjà eu des cheveux? Oui. D'ailleurs, j'en ai là, hein, des cheveux. Ouais, ça, c'est des cheveux, ça. Espèce de gros coup. Ça fait quoi d'être un personnage âgé du YouTube français? Mais je tente. C'est sympathique. Je veux dire, voilà, je suis assez content de pouvoir représenter aussi autre chose que les jeunes de 20 ans, 22 ans, 25 ans. Et je suis notamment super content du fait que tous les youtubeurs que j'ai pu rencontrer, donc qui sont globalement plus jeunes que moi, sauf bien sûr Fujix Guru, le vieillard du net, tous les youtubeurs que j'ai rencontrés, en gros, il n'y a pas de différence. Je veux dire, ils ne se sont pas mis à m'appeler monsieur et à me vous voyez, quoi, tout va bien. Donc c'est cool. Non, non, c'est... Ouais. Tu comptes faire une teinture pour tes cheveux gris? Absolument pas. Moi, je trouve ça plutôt swag. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez, hein, vous lâchez un commentaire, vous me dites. Hein. Mais moi, je trouve que c'est plutôt classe. As-tu un télescope? Si oui, tu nous le montres.
Alors, ceux qui ont vu ma première FAQ savent que j'ai grandi à Strasbourg et que j'ai quitté Strasbourg pour vivre en région parisienne. Donc un télescope, franchement, ça me servirait qu'à mater chez le voisin. C'est tout. Donc non, j'ai pas de télescope. C'est un vrai regret que j'ai, mais si j'avais un télescope, de toute façon, il ne servirait à rien ici. Hein. Je veux dire, on est déjà content quand on voit des étoiles dans le ciel. Je frissonne quand je pense aux dimensions de l'univers observable, et du reste, si reste il y a. Tu l'as encore ce frisson? Ah, carrément. Je l'ai carrément ce frisson. Hein. C'est pas des conneries quand je vous montre le champ profond de Hubble et que je vous dis que moi, pour moi, j'ai le vertige en voyant ce truc-là. C'est à un moment donné, il faut prendre la mesure de ce truc-là, ce qu'on ne sait pas faire, mais juste essayer. C'est un vrai frisson, quoi. Mais il y a un autre frisson. On n'en a pas encore parlé, on en parlera. C'est le frisson de l'infiniment petit. C'est une autre espèce de dinguerie. Mais ça va venir, hein. Vite. Aimais-tu les sciences au lycée? Penses-tu que l'école les enseigne de la bonne manière? Ouais, j'aimais bien les sciences au lycée. Est-ce que je pense que l'école les enseigne de la bonne manière? Oui et non. Je pense que l'école fait bien de ne pas faire de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'à l'école, on doit apprendre des choses enfin de la science dure, quoi. On doit apprendre des équations, on doit apprendre à manipuler les équations, à ne pas avoir peur des équations, à comprendre les équations, connaître les règles, et pas simplement l'esprit de ce que ça veut dire, telle théorie. Maintenant, si j'ai un reproche à faire au programme scolaire, c'est de ne pas être suffisamment attentif à l'histoire des sciences. Parce que je pense que l'histoire des sciences permet de comprendre beaucoup mieux les théories. C'est du moins ce que j'essaie de faire avec la preuve par vieux. Je pense que ça fonctionne bien. Je me rends compte aussi que ça a bien fonctionné avec l'introduction à la relativité restreinte, qui au final est un épisode épistémologique, hein, c'est tout. C'était de l'histoire de la science. On ne développait pas spécialement de théorie là-dedans. Et c'est un épisode, voilà, et ça a été reçu comme tel. Et je pense que c'est la bonne méthode pour introduire les sujets. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, il faut des cours. Il faut être capable de trouver des résultats numériques à des questions qui sont posées. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les sciences? Il y a plusieurs choses en fait que j'aime dans les sciences vraiment. Alors je vais les donner en vrac, hein. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique là-dedans, c'est vraiment tel que ça vient là. Le doute. J'aime bien le fait qu'on n'est jamais sûr de rien. Que tout est toujours vrai uniquement jusqu'à la preuve du contraire. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est j'aime bien l'idée que quand on a une théorie et qu'on commence à l'avoir vraiment pas mal validée, on est à peu près tranquille sur le fait que cette théorie rend bien compte de la réalité de quelque chose, le fait qu'on se mette à manipuler les équations en respectant simplement les règles mathématiques pour essayer de trouver autre chose, je trouve ça fascinant. De se dire que voilà, il y a donc Einstein qui fait la théorie de la relativité générale, on tabasse un peu les équations comme on peut, et on se dit, tiens, mais Big Bang, tiens, mais trou noir, tiens, mais constante cosmologique, tiens, mais expansion de l'univers. Et ouais, ça, je trouve ça fascinant. Et enfin, un troisième point, c'est le fait que chaque fois qu'on fait une découverte scientifique, chaque fois qu'on avance d'un pas, ça répond à plein de questions, mais en général, ça soulève 10 fois plus de questions que de ce que ça n'a apporté de réponse. Et ça, c'est cool. Ça peut être super frustrant par moments, j'imagine notamment pour ceux qui font les découvertes, qui font des recherches, ça doit être super frustrant, mais c'est cool de savoir qu'il y a autant de chemin encore à parcourir. Quelle est ton équation favorite? C'est bizarre ça comme question. Spontanément comme ça, je dirais I carré égale moins 1. Alors je ne suis pas sûr que ce soit mon équation favorite hein, en vrai, mais je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué quand je l'ai apprise. C'est-à-dire qu'on passe des années à vous tabasser le fait qu'un carré ne peut pas être négatif, et puis d'un coup on vous dit d'apprendre que I carré égale moins 1. Et vous avez envie de répondre, mais on m'a dit que c'était pas possible. Et là on vous répond, c'est pas possible, mais on va créer une nouvelle réalité dans laquelle c'est possible. Une réalité mathématique. Et là vous dites, mais monsieur, mais pourquoi faire? Donc c'est les nombres complexes. Hein. Et là vous dites, monsieur, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Monsieur ou madame, hein, d'ailleurs, hein, je veux pas de, voilà, hein, pas de soucis. Hein. Et vous dites, mais pourquoi faire? À quoi ça sert de créer des nombres complexes? C'est juste pour le kiff mathématique, parce que franchement, il y a mieux quoi, dans la vie. Et le fait est que non, c'est pas juste pour le kiff mathématique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les nombres complexes ont une réalité qui est propre et qui sont utiles un peu partout dans les sciences.
Et donc de découvrir ça, c'est particulier. Salut Bruce, quel est le docteur que tu préfères dans Doctor Who? Alors, en préambule, je vais quand même juste préciser un truc sur Doctor Who, c'est que je ne connais pas du tout, enfin, je connais pas bien du tout les épisodes classiques. Je commence à peine les épisodes classiques à les découvrir. Voilà, parce que je veux vraiment prendre le temps de les apprécier et puis de me les mater surtout d'une traite. Donc une fois que j'ai dit ça, j'aime beaucoup Eccleston, j'aime beaucoup Matt Smith, j'aime beaucoup Capaldi, mais David Tennant est et restera probablement mon docteur. Tu écoutes quoi comme musique? J'écoute plein de trucs. J'aime beaucoup la funk. Voilà. Mais j'écoute plein de trucs. Aimes-tu les Lego? J'aime beaucoup les Lego. Quand j'étais gamin, j'adorais les Lego. J'ai jamais été dans la team Playmobil, moi. J'étais dans la team Lego. J'avais plein de Lego. J'avais la police, les pompiers, la gare, les trains, la base lunaire, enfin j'avais tout un tas de trucs. Non, la Lego. Pourquoi as-tu ce portrait de Freud, l'Aristote de la psychologie? L'Aristote de la psychologie. Sérieux. Alors simplement pour être clair sur ce dont on parle, voilà, on parle de ceci. Alors en fait, c'est... On prend un peu la poussière. Voilà. C'est une plaque de bois qui a été peinte en noir et ensuite creusée pour faire apparaître le visage de Freud. Voilà, c'est une artiste strasbourgeoise qui a fait cette œuvre que j'aime beaucoup. Et c'est la seule raison pour laquelle elle est dans mon bureau. Parce que je l'aime beaucoup. Faut pas chercher plus loin que ça. Tu apprends pas mal de choses à tes abonnés, mais est-ce que nous t'avons appris des choses? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si on peut dire appris des choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les abonnés m'ont fait découvrir un paquet de choses. Vous m'avez fait découvrir, par exemple, des vidéastes, déjà un paquet. Hein. C'est grâce à vous que je connais maintenant Experiment Boy, Dr Nozman, donc toutes ces chaînes qui existaient déjà à l'époque où j'ai créé Y Penser, mais également maintenant tous les petits jeunes. Puis voilà, puis vous me partagez plein d'articles, plein d'infos, tout ça. Vous me posez des questions qui me font m'interroger régulièrement. Donc non, c'est... ouais, il se passe quelque chose, quoi, oui. Clairement, et ça va clairement dans les deux sens. Et c'est tout l'intérêt de la vidéo sur le web. C'est que ça aille dans les deux sens. Quel est ton film préféré? 2001. Quel film de science-fiction se rapproche le plus, selon toi, d'un film de science? 2001. Non. Bon, ok. Si je veux être vraiment rigoureux, avant de parler de 2001, je devrais plutôt parler de Contact, pour ce qui est d'être un film de science. Contact, de Robert Zemeckis. Voilà, que je vous conseille, c'est tout. Si vous ne l'avez pas vu, allez vous voir. Comment fais-tu pour parler de tous ces sujets? Aurais-tu le savoir absolu? Évidemment que non. Je bosse. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me pose une question, je cherche des réponses. Voilà. Et dès lors que j'ai suffisamment de réponses, je peux faire un épisode. Et tant que j'ai pas suffisamment de réponses, ça reste dans un tiroir en attendant que j'ai suffisamment de réponses. C'est tout. Et pourquoi il y a autant de sujets divers, de domaines, tout ça? Parce qu'il y a autant de sujets et de domaines que de sujets et de domaines qui m'intéressent. Voilà. Mais qu'on soit vraiment clair, hein, c'est à la portée de... C'est à la portée, je pense, de n'importe qui d'apprendre ces choses. Voilà. J'allais dire, peut-être pas de faire des vidéos, parce que ça demande aussi peut-être d'autres expériences, d'autres choses, mais acquérir ces connaissances, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de le vouloir et de temps en temps, il faut se chauffer un peu le cerveau. Oui. Quelle est la maladie la plus horrible selon toi? Celle que tu aimerais vraiment jamais avoir? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il y a des maladies qui sont fulgurantes et pas douloureuses, d'autres qui sont fulgurantes et douloureuses, d'autres qui sont longues et douloureuses, d'autres qui sont longues et pas douloureuses. Il y a des maladies avec lesquelles on vit toute sa vie, d'autres avec lesquelles on ne survit pas. Il y en a qui sont terribles mais qu'on sait soigner. Je ne sais pas. Comme ça, à l'arrache, les trucs qui me feraient vraiment pas envie, c'est par exemple le locked-in syndrome. Le truc qui fait que vous êtes paralysé de la tête aux pieds, mais que vous êtes absolument conscient de ce qui se passe, quoi.
Ça, ouais, ça doit être chaud. Ouais, sinon, je sais pas. Bah, en tout cas, voilà, il y a ça qui me vient, le locked-in syndrome. Ça doit pas être joyeux. SLG ou WTC, ou JDG, ou plutôt NMT. Il est absolument impossible de répondre à cette question. Et je veux être super clair. C'est pas que j'ai une réponse, mais que je veux pas la formuler publiquement. C'est qu'il est impossible de répondre à ce genre de questions. C'est tellement différent ce que font les uns et les autres. Y compris d'ailleurs SLG et What the Cut, hein, qui, on pourrait croire que le pitch est le même. Le pitch n'est pas du tout le même. Donc non, c'est moi, j'adore le boulot que fait Mathieu, que fait Antoine, que font Fred et Seb, et les gens qui bossent avec eux. Salut Karim. Et j'adore le boulot que fait Linux Dawson. Et notamment, effectivement, les non-métavus que tu écoutes, je les regarde et je les re-regarde régulièrement. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Trouver les réponses aux questions ou monter les séquences? Ça dépend des questions. Voilà. Il y a des questions qui sont très très compliquées et trouver les réponses, des fois, ça peut être très très long. Il y a des questions où, en fait, une fois qu'on a pigé le truc, c'est simple, mais pour le représenter et pour l'expliquer, ça demande des animations de fou. Mais en vrai, il y a aussi une autre étape où ça peut être très long. C'est ce qu'on pourrait appeler simplement, c'est trouver l'analogie correcte. Voilà. C'est que des fois, pour expliquer quelque chose de complexe, il faut trouver une image, une représentation. Et simplement trouver la bonne représentation. Est-ce qu'on va représenter ça par quoi? Par un type qui court au foot, par un lapin, par une voiture, un caillou. Voilà, des fois, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Et il ne faut pas qu'on soupe. Parce qu'une analogie, ça doit parler à tout le monde et ça doit être clair, quoi. Et il faut bien en même temps qu'on soit clair de la limite de l'analogie, parce que les analogies ont toujours une limite. Comment as-tu réalisé ta photo de profil de Twitter? Alors, cette photo de profil, je la mets là parce qu'au cas où, quand vous regardez, je ne vais probablement pas la garder pendant 50 ans, cette photo de profil non plus, donc voilà, donc elle est là comme ça, vous la voyez. Donc c'est pas très compliqué en fait. L'effet est assez saisissant, surtout je suis assez content là pour le coup, mais c'est pas très compliqué. En fait, il faut juste être rigoureux quand on prend les photos à la base. Vous prenez une photo de vous de face et de profil, mais de profil 90 degrés. Hein. Et ce qu'il faut, c'est vraiment les prendre avec le même appareil, le même éclairage, la même lumière, les mêmes réglages, tout pareil. Il faut vraiment, c'est tac, tac. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous fassiez un petit peu de boulot sur Photoshop pour aligner tout ça, pour conserver les parties que vous voulez conserver, supprimer ce que vous voulez supprimer. Et puis au final, voilà, vous obtenez cette photo de face profil que voilà, ça le fait. Serais-tu intéressé par des podcasts seulement audio, moins compacts que tes vidéos ou encore en complément de ces dernières? Pour le coup, pour faire y penser, non. Voilà. Peut-être pour faire la preuve par vieux, ça se serait ouais, pourquoi pas. Parce que c'est effectivement le podcast audio pourrait suffire, mais pour des vidéos classiques y penser, que de l'audio, que de l'audio. Et pour faire des vidéos classiques y penser, que de l'audio, ça risque d'être vraiment compliqué. Parce qu'il faut quand même des illustrations, hein. Il faut des schémas de temps en temps, on ne peut pas y couper, enfin je pense que ce serait dommage d'y couper. As-tu déjà été contacté par des radios ou des chaînes pour bosser avec eux, et si oui, lesquelles? Non. Pour l'instant, c'est clair et net, non. Penses-tu qu'un jour, les vidéos que tu fais pourront avoir une place à la télévision? Et si oui, non, pourquoi? Les épisodes qui existent aujourd'hui, clairement non. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout formaté pour la télévision. Les épisodes sont trop longs, il n'y a pas ce qu'il faut pour capter l'attention du téléspectateur au bon moment, il n'y a pas les bons temps de pause pour mettre de la pub, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que c'est pas formaté pour la télévision. J'ai rien contre les émissions de télévision, hein. Mais clairement, ça n'a pas été pensé pour et il n'est pas prévu que ça change. En revanche, si un jour on me proposait de faire une émission à la télévision, why not? Ça dépendrait vraiment de la liberté que je peux conserver. Voilà. Mais ça, je pense que c'est le cas de tous les vidéastes du web. Hein. On prend goût à cette liberté quand même. On est prêt à accepter quelques contraintes. On comprend que voilà, si on passe à la télé, il y a des durées, quoi. Si on nous dit que c'est 4 minutes 30, c'est pas 4 minutes 25 et c'est pas 4 minutes 54. Voilà. Ça, on peut faire avec. Mais si on nous dit, par contre, n'utilise pas cette phrase et parle plutôt de cette phrase parce que comme ça, tu pourras glisser le nom du produit.
là ça peut coincer. Le fond, c'est le fond, quoi. Après la preuve par vue et les quickies, est-ce que tu penses créer un nouveau format de vidéo? C'est pas impossible. Verra-t-on un épisode avec une ou plusieurs collaborations avec d'autres youtubeurs comme Axolot? Alors, des collaborations, oui, il y en aura sans doute. Voilà. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire s'il y a des choses qui sont en cours ou pas. Vous verrez, quoi. Voilà. Mais oui, mécaniquement, je veux dire, je pense que c'est un truc qui branche tout le monde. Après, savoir chez qui ça se fait, dans quelles conditions, pourquoi, comment, voilà. Mais je pense que les problématiques sont avant tout des problématiques de planning. À quand un live, une rencontre abonnée, un truc du genre? Alors, le truc, c'est que les rencontres abonnées à 150 000, ça risque de pas le faire dans le tabac du coin. À quand un live? J'aimerais bien. Je vais peut-être, maintenant que j'ai du vrai réseau, hein, maintenant que j'ai la fibre, je peux tenter un live. Donc peut-être que ça se fera. Faut que je vois ça. Faudrait que je vois dans quel cadre, parce que si c'est juste pour faire un question-réponse, je ne suis pas sûr de l'intérêt. Maintenant, si c'est un live où j'ai peut-être quelques invités, où on peut faire un débat avec des questions qui viennent d'un chat, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Après, je dirais, les rencontres abonnées, peut-être qu'il y en aura autour des conventions ou des choses comme ça, mais il faudra vraiment que je trouve un moyen pour que ce soit des petites rencontres abonnées, parce que ça n'a aucun intérêt, pareil. Je veux dire, si vous êtes 500, ça n'a aucun intérêt. Enfin, sauf si vous voulez vous rencontrer juste entre vous, mais même à 500, ça fait beaucoup. Mais là, peut-être, voilà, vous pourrez rencontrer une ou deux personnes intéressantes, voilà, avec qui discuter. Mais moi, fondamentalement, ce que j'aimerais bien, si je devais rencontrer les abonnés, ce serait de les rencontrer par groupe de 10, quoi. On peut discuter. Maintenant, il n'est pas prévu que je fasse 15 000 rencontres abonnés de 10 personnes. Je préfère être clair. C'est pas au programme. Dans quasiment chaque épisode, tu nous promets environ 2 épisodes. Tu penses avoir le temps de tout traiter un jour? Alors c'est marrant parce que je pense d'ailleurs l'avoir fait même dans cet épisode-ci. Ouais. Est-ce que je pense avoir le temps de tout traiter un jour? Oui, clairement. Quand je dis on en parlera, c'est parce que je sais dans quel cadre on en parlera et que c'est un sujet. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi m'entendre des fois, peut-être que c'est déjà arrivé que je dise on en parlera certainement ou probablement. Ça veut dire j'en ai aucune idée mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. C'est un petit truc, comme ça vous le savez. D'où te viennent les idées de sujets? On en parlera probablement bientôt. Traiteras-tu à nouveau de sujets plus biologiques, médicaux, comme dans l'épisode sur les sens ou le cerveau? Oui, ça arrivera sans doute. Et même, logiquement, assez vite. Ouais. Normalement, premier semestre 2015, il devrait y avoir des morceaux déjà. Nous parleras-tu de chimie un jour? Pareil. Pourquoi tu enfonces toujours ce pauvre Aristote? Aristote, c'est devenu un running gag, je dirais malgré lui en fait. C'est vrai que moi, au premier épisode, je me suis rendu compte qu'il avait dit une connerie, puis au deuxième, pareil, puis au troisième, pareil, puis je me suis dit, mais en fait, il s'est toujours planté ou quoi? Et c'est vrai qu'en matière de science, il s'est quand même pas mal planté. Très souvent. Et on en parlera, ça je vous promets, il y a une fois qui est fabuleuse où il s'est pas planté du tout et ça a eu des conséquences désastreuses. Mais je veux pas spoiler le truc parce que c'est un bonbon cette histoire. Maintenant, à côté de ça, encore une fois, il y a 2 choses à dire sur Aristote. D'abord, le philosophe Aristote est clairement au niveau, quoi. Hein. Moi, c'est le scientifique Aristote qui me pose un certain nombre de problèmes. Le philosophe Aristote, je ne m'y attaque pas du tout. J'ai pas les épaules. Et le deuxième truc qu'il y a sur le scientifique Aristote, c'est que même s'il a eu tort tout le temps, enfin voilà, il s'est quand même posé toutes les questions, ce con. Il n'y a pas une recherche que je fais aujourd'hui sur un domaine, quel qu'il soit scientifique, où on ne tombe pas sur un écrit d'Aristote qui posait la question. Que ce soit en magnétisme, que ce soit sur les atomes, que ce soit sur tout, quoi. La vie, la mécanique, tous les sujets, voilà. Il était partout. Donc ça, il faut lui laisser ça, le mec était vraiment curieux. Et ça se respecte. Même si c'est les mouches à 4 pattes, moi ça reste là. Mais sinon, voilà. Un tout petit peu de respect pour sa curiosité. Mais il m'en coûte. Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir avec ton stand dans des conventions? Ouais, ça devrait se faire. Ça devrait commencer à se faire maintenant. Voilà. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas spécialement invité aux conventions, en tout cas pas par l'organisation. J'étais invité par des youtubeurs, je dis voilà, comme ça.
Là maintenant, les organisations commencent à me contacter pour dire écoutez, voilà, on organise telle chose, voilà, donc je ne sais pas encore quand. Évidemment, vous le saurez, ce sera soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Twitter, enfin, je le communiquerai. Mais voilà, il y aura, en 2015, il y aura vraisemblablement de la convention. Le succès de ta chaîne t'offre-t-il des invitations à des conférences, soirées, musées, etc. Oui, ça commence. C'est vrai que maintenant, je suis en contact avec le Palais de la Découverte, avec la Cité des Sciences. Donc, de fait, ça simplifie peut-être 2-3 choses. Notamment, là, le 12 novembre dernier, j'ai été invité par le CNES à assister, depuis la Cité des Sciences, à l'atterrissage de Philae sur Tchouri. Et voilà, c'était un super moment. C'était l'occasion de rencontrer Florence Porcel, de rencontrer Flash Gordon. Voilà, c'était très sympa. Et ça, clairement, c'est y penser qui m'a amené là, quoi. Je veux dire, voilà, j'avais pas vocation sinon. Mais c'était cool. Ton avis sur le développement de chaînes éducatives françaises sur YouTube? Je l'avais déjà dit dans la première FAQ, que c'était vraiment un souhait que j'avais, qu'il y ait une communauté qui se développe. Là, je vois maintenant, depuis la dernière FAQ, il s'est passé quoi? C'était en mai, on est en décembre, donc il s'est passé quoi? 7 mois. Ouais, ça arrive, hein. Il y a plein de chaînes qui arrivent, alors toutes ne survivront pas. Mais c'est pas qu'elles vont mourir, en fait. Ce qui se passe, c'est que les chaînes YouTube, elles meurent de toute façon par abandon, en fait. Donc il y a des chaînes, moi je sais que j'ai déjà vu des chaînes où les mecs étaient super motivés, ils ont fait 2 épisodes, puis ils ont lâché l'affaire. Voilà, ça arrive. Mais il y a plein de chaînes sérieuses, quoi. Il y a plein de chaînes où il y a du monde et tout, et il y a du boulot, il y a de la vidéo, il y a de la constance, très important la constance. Et donc voilà, il y a de l'histoire, il y a de la biologie, il y a de la linguistique, enfin, il y a de la philosophie, il y a tout un tas de trucs, hein, vraiment, et puis ça continue d'arriver. Et puis même, il y a plusieurs chaînes d'histoire, mais toutes avec des angles différents. Donc il y a... Non, c'est cool, je suis très content. Voilà. Et puis si j'ai pu, ne serait-ce qu'inspirer à l'un ou l'autre, ou lui donner la motivation de se lancer, bah, putain cool, quoi. Vraiment. Là, je suis fier. Si c'est le cas, je suis fier. À notre époque où la technologie et la rigueur scientifique priment, y a-t-il encore de la place pour le rêve et l'imagination? Ouais, je crois. Je ne crois pas du tout que ce soit une histoire de technologie et de rigueur. Je pense que le vrai problème qu'on a avec l'imagination, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. Alors là, je m'adresse aux plus jeunes des spectateurs. C'est moi, quand j'étais gamin, il y avait des périodes où je m'ennuyais. Je rentrais chez moi, il n'y avait rien de spécial à la télé, j'avais pas de console de jeu, j'avais pas de Game Boy, il n'y avait pas d'iPad, voilà. Et je m'ennuyais. Alors c'est chiant de s'ennuyer, mais c'est structurant de s'ennuyer quand on est enfant. Voilà. Quand je faisais des trajets en bagnole de 5 heures ou de 10 heures, je m'ennuyais. C'est important. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus possible de s'ennuyer. Et ça, c'est un vrai frein pour l'imagination. Comme dirait l'autre, c'est important pour la santé du cigare. Quelle serait selon toi la découverte qui a le plus changé notre perception du monde? Je vais dire la radio, de Marconi. Je déconne, c'est pas Marconi qui a inventé la radio, hein, c'est Tesla. Bien sûr, c'est Tesla. La radio de Marconi ne marchait pas, enfin elle ne marchait pas bien du tout. Pourtant elle utilisait 17 brevets de Tesla déjà à l'époque, mais bon. Mais on y viendra à Tesla. Hein. Vite, vous inquiétez pas, ça va venir vite. Pourquoi on se pose des questions? Pour ne plus avoir peur. As-tu déjà découvert par tes recherches que les souris règnent sur les humains terriens? Voyage au bout de la nuit, je l'ai vu. Ha! Cool. Pourquoi Jurassic World? Pourquoi en effet? Quel est le muscle? Danny Briand. Ça va? Ça va. Elle sort quand la vidéo des 150 000 abonnés? Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Maintenant, vous êtes plus de 150 000, c'est dingue. Quand je repense à simplement la vidéo sur pourquoi les Anglais roulent à gauche, à la fin de laquelle je disais « Waouh, nous sommes aujourd'hui plus de 1000 !» Et c'était seulement il y a 8 mois. Ouais, non, c'est fou. Voilà. Donc, merci du fond du cœur, vraiment, pour ce que vous faites. Vous changez ma vie au quotidien. Vous.
Alors je suis désolé, j'ai pas répondu à toutes les questions qui étaient posées. D'abord parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, je vous remercie vraiment de votre participation, mais aussi parce qu'il y a pas mal de questions qui avaient déjà été posées, auxquelles j'avais déjà répondu dans la première FAQ. Donc je vous mets le lien dans la description et puis par ailleurs quelque part sur l'écran pour que vous puissiez le consulter si vous ne l'avez pas vu. Notamment il y a une partie où je présente plein de bouquins puisque on m'a demandé plein de fois des idées cadeaux pour Noël. Donc voilà, c'est dedans. Alors on se revoit très très bientôt pour un quickie qui ne marquera pas tout à fait mais presque la fin de l'année. Et en attendant, bien sûr, restez curieux et prenez le temps de penser. Salut!